c'est le cas de la ville de Split, que tout ceci aboutisse à une privation de ce sport, comme c'est le cas pour les clubs anglais, vous savez, qui ne peuvent toujours pas rejouer dans les coupes UEFA, et ils manquent terriblement. Revenons-en à la Formule 1. On peut dire que le feuilleton de cette année est pratiquement terminé en ce qui concerne les Grands Prix. L'épilogue est connu, le champion du monde l'était déjà avant l'avant-dernier Grand Prix. Il s'agit de Nelson Piquet, bien entendu, mais avec Catherine Pic, nous allons voir le Grand Prix d'Adélaïde qui se dispute cette nuit. C'est tout à fait la dernière étape. Adélaïde, certainement le tracé urbain le plus rapide du championnat du monde de Formule 1. Le plus rapide et le plus glissant. Des dizaines de sorties de route, et non des moindres, Piquet, Prost, résultat, tous deux souffrent de douleurs à la nuque, vertèbres déplacées pour Alain Prost, vainqueur ici l'année dernière. Pour d'autres, les ennuis sont mécaniques. Quant à Berger, la révélation et l'attrait de cette fin de saison, c'est dans le dernier quart d'heure sur une piste cuite par le soleil qu'il s'est octroyé la pole position. Sérieuse option sur la victoire pour des Ferrari de nouveau au sommet depuis leur victoire au Grand Prix du Japon. Après une longue éclipse, et d'autant que Berger s'avère décidément un talentueux pilote de Formule 1, même s'il se plaint d'un énorme rhume et d'une angine. Belle performance d'Alain Prost qui parvient à se glisser à la deuxième place sous la barre des 1 minute 18 secondes sans toutefois se rapprocher suffisamment de Berger pour lui ravir la pole position. Il est à 7 dixièmes de seconde. Il faut dire qu'au bout de cette ligne droite, les héros sont fatigués. L'ultime épreuve du championnat du monde n'a plus d'enjeu en l'absence de Nigel Mansell. Nelson Piquet, dont c'est la dernière course pour l'écurie Williams, est champion du monde depuis 15 jours déjà. Crédité du troisième temps à plus de 320 km/h dans la ligne droite, il partira aux côtés de son compatriote Ayrton Senna, futur coéquipier d'Alain Prost. Une grille dont les Ferrari, Williams et McLaren se partagent les 4 premières lignes. Seul le Belge Thierry Boutsen, au volant de la Benetton Ford, parvient à se glisser à la 5e place. Dans un mois et demi, la caravane du Paris-Dakar va quitter la France à destination du désert. Nous continuons notre tour, nous, pour voir les candidats, ceux qui ont du mal à monter leur coup, ceux qui sont de vieux briscards, enfin, essayer de vous donner un aperçu général de tous les gens qui sont partie prenante dans cette épreuve, qui sont des mordus, souvent des fanas. Et parmi ceux-ci, Véronique Anquetil, qui est ce soir sur notre plateau. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors vous, c'est encore vous êtes tous des cas, en définitive, les gens du Paris-Dakar, mais c'est encore particulier parce que vous avez fait énormément de Paris-Dakar, 5 sur 7 je crois. 6 sur 7. Oui. Vous avez été victime d'un très grave accident et ça ne vous a pas empêché de recommencer. Non. Vous êtes une dangereuse récidiviste. Oui, tout à fait. Véronique Anquetil, être une femme dans le Paris-Dakar, quels sont les aspects positifs et négatifs? Les aspects positifs, il y en a beaucoup dans le sens où nous sommes peu et puis nous suscitons toujours un peu, je dirais, l'admiration de nos amis motards et automobilistes. Négatif, il y en a aussi parce que bon, je me débrouille un peu en mécanique, mais pas assez à mon grand regret. Et lorsqu'il y a des problèmes, des réparations à faire, on ne peut pas se permettre d'attendre l'assistance qui souvent est 3 ou 4 heures derrière nous. Il faut faire avec les moyens du bord et puis les moyens sont quand même moindres. Votre meilleur Dakar, c'est en 84, vous finissez 15e à une étape entre Chirfa et Dirkou, vous finissez 4e. On ne se prend pas un peu à rêver quand on est une femme et qu'on a devant des garçons comme Gaston Raillet à quelques secondes? Oui, disons que lorsque je suis arrivée à cette étape, je ne le savais pas, ce sont les journalistes qui me l'ont dit. C'est vrai que tout est permis sur le rallye parce que c'est avant tout une épreuve qui dure 3 semaines et puis tout arrive et en l'occurrence là les champions s'étaient perdus et puis c'est la porte ouverte pour les autres, mais disons que c'est le Dakar. On arrive à se perdre dans le désert, dans les tempêtes, non? Oui, oui, oui. Véronique, ce n'est pas pour faire revenir de mauvais souvenirs. Vous avez été victime d'un accident de moto très très grave. Et pour montrer peut-être au public ce qu'est la difficulté du Paris-Dakar et ce que c'est qu'un accident en moto, je crois que nous avons des images, ce ne sont pas les vôtres, mais je pense que tout ceci doit se ressembler un peu. Nous allons voir ces images du Paris-Dakar. Non, mais je me souviens plus de rien, ça y est. Moi, je l'ai vu,
Et toi, t'as dû rien voir parce qu'il y avait de la poussière. Comme vous, on était trois. On était trois. Ouais, je me souviens plus du tout. On vient de vous revoir dans le camion dans lequel vous étiez copilote la saison passée, mais quand est arrivé pour vous cet accident, quand vous avez eu cette fracture autour du visage, que s'est-il passé? Vous avez dit stop, j'arrête la moto? Disons que lorsque j'ai eu mon accident en 86, bon, mes pensées étaient plus loin que simplement est-ce que j'arrête ou est-ce que j'arrête pas la moto. Déjà, il fallait savoir dans quel état j'allais m'en sortir. Et puis, lorsque je m'en suis sortie, je ne sais pas expliquer pourquoi, je ne sais pas si c'était un défi ou pour quelle raison, mais j'ai recommencé à faire de la moto. Dès le mois de juillet, je reparticipais à des compétitions. L'accident, bon, on sait que ça doit arriver. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver lors de compétitions automobiles. Bon, en moto, c'est sûr, on n'a pas la carrosserie, on n'est pas harnaché comme dans une voiture, mais ça n'a pas été mon premier souci, savoir si j'arrêtais ou si j'arrêtais pas. Une fois que toutes les choses se sont remises, se sont ressoudées, pourquoi pas, bon, bah, ça arrive, mais à ce moment-là, on ne fait plus rien. Alors, vous l'avez fait en moto? Oui. Vous l'avez fait en voiture? Oui. Vous voyez où je vais en venir? Oui. Le ferai-je en camion cette année? Et qui sait? Voilà. Rien n'arrête, je vous dis, rien ne les arrête. Ils sont pratiquement tous pareils, en tout cas sur ce plan-là. Merci Véronique de nous avoir rendu visite. Et puis on espère vous retrouver sur les pistes du Paris-Dakar, puisque nous y serons aussi. Mais moi aussi. Merci. À quoi passe-t-on? Au tennis, si vous le désirez. Ah bon, vous croyez que on va passer au tennis avec la tribune B de Roland-Garros qui est en train donc de changer. Alors avec Patrice Dominguez, nous allons surveiller les travaux. Et puis nous allons nous renseigner pour... Vous allez surveiller les travaux? On est allé surveiller les travaux. Ah bon, d'accord. En surveillant les travaux de Roland-Garros. On est allé voir si... moi, ce qui m'intéresse, c'est la location. Si on pouvait avoir des places pour... Voilà. C'est ce qui intéresse le public, d'ailleurs. Alors travaux, places, c'est parti. Roland-Garros en plein travaux, une montée en haut de la grue pour une vue nouvelle du central. Nous avons profité des travaux de rénovation de la tribune B pour numéroter toutes les places du cours central, ce qui assurera aux spectateurs bien sûr un meilleur confort et également permettra un accès des gens plus fluide tout au long de la journée. Tremblement de terre en Roland-Garros ou alors on change tout? On ne change pas tout, il s'agit de refaire une tribune, la tribune B que vous voyez là, et d'y installer à l'intérieur un centre de presse qu'on espère des plus modernes. Et on fera en sorte que ce le soit. Ça représente combien de mois de travaux? Eh bien, nous avons commencé à détruire l'ancienne tribune la semaine qui a suivi le tournoi 1987. Et ce sera prêt juste avant le tournoi 88. Le cours central a mauvaise mine, que se passe-t-il pour lui? Oui, la mauvaise mine, effectivement, parce qu'il n'avait pas été refait complètement depuis 1948. Il ne sera pas très différent, il sera peut-être un petit peu plus rapide. Depuis lundi dernier, les licenciés peuvent déjà réserver leur place, mais vu l'importante demande, la fédération a dicté ses conditions. Pas si simple. C'est pas si compliqué que ça. Si vous voulez, on va essayer d'éclaircir les points qui pourraient paraître difficiles pour les gens. Il faut savoir que toutes les places disponibles sur le cours central et sur le cours numéro 1 sont réparties dans les 31 ligues régionales que compte la fédération. À partir de là, chaque ligue régionale peut répartir son contingent de places dans ses clubs de manière très précise, selon des critères qui lui appartiennent, ou alors servir simplement de boîte aux lettres entre la demande du licencié et la transmission ici à Roland-Garros, au siège de la fédération. La période de priorité aux licenciés occupe 70% des places, qu'il en reste quand même 30% pour le commun des mortels.